Très chers amis, bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Visiblement, vous avez été nombreux à apprécier le premier chapitre de notre histoire. Eh bien, dans ce cas-là, continuons et ouvrons la suite du Necronomicon. Edward avait 38 ans quand il fit la connaissance d'Asenath Waite. Elle avait, je pense, dans les 23 ans à l'époque et suivait à Miskatonic un cours de métaphysique médiévale. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à la Hall School de Kingsport, préférant l'éviter à cause de sa réputation singulière. Elle était brune, plutôt petite, et très belle malgré des yeux protubérants. Mais quelque chose dans son expression éloignait les personnes impressionnables. Néanmoins, c'était surtout ses origines et sa conversation qui poussaient la moyenne des gens à fuir. C'est une Waite d'Innsmouth, et de sombres légendes s'accumulent depuis des générations sur cette ville croulante, à moitié déserte, et ses habitants. On parle de marchés abominables conclus vers 1850 et d'un apport insolite, pas tout à fait humain, dans les vieilles familles de l'ancien port de pêche en déclin. Des légendes comme seuls les Yankees d'autrefois savent en imaginer et en répéter avec toute leur épouvante. Le cas d'Asenath s'aggravait du fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, enfant tardive d'une épouse inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans une demeure délabrée de Washington Street, et ceux qui l'avaient vu, les gens d'Arkham évitaient autant que possible d'aller à Innsmouth, affirmaient que les fenêtres du grenier étaient toujours condamnées et que des bruits étranges venaient parfois de l'intérieur à la tombée de la nuit. Le vieil homme passait pour avoir fait en son temps de prodigieuses études de magie et pouvoir à son gré déchaîner ou calmer des tempêtes en mer. Je l'avais aperçu une ou deux fois dans ma jeunesse quand il venait à Arkham consulter des ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université, et j'avais détesté son visage saturnien de rapace avec son fouillis de barbe griffère. Il était mort fou, dans des circonstances assez suspectes, juste avant que sa fille, dont il faisait par testament une pupille nominale du principal, n'entre à la Hall School, mais elle avait été son élève d'une avidité maladive et lui ressemblait parfois diaboliquement. L'ami dont la fille avait été condisciple d'Asenath Waite raconta beaucoup de choses singulières quand on apprit les relations qu'Edward avait avec elle. Asenath, au collège, se donnait pour une sorte de magicienne et semblait en effet capable d'accomplir quelques prodiges tout à fait déconcertants.
Elle prétendait pouvoir déclencher des orages, bien que son apparent succès fût généralement attribué à un don mystérieux de prémonition. Tous les animaux lui témoignaient une antipathie marquée, et elle faisait hurler n'importe quel chien par certains gestes de sa main droite. Elle affichait parfois un langage et des connaissances étonnants et très choquants chez une jeune fille, ou effrayait ses camarades par des œillades et des clins d'œil équivoques, paraissait tirer de sa présente situation une ironie savoureuse et obscène. Plus exceptionnels pourtant étaient les exemples indiscutables de son influence sur les autres. Elle avait un pouvoir hypnotique extraordinaire. En regardant fixement une de ses compagnes, elle donnait souvent à celle-ci l'impression d'un échange de personnalité, comme si le sujet, momentanément placé dans le corps de la magicienne, pouvait voir à l'autre bout de la pièce de son propre corps, dont les yeux saillants brûlaient d'une flamme étrange. Asenat faisait souvent des déclarations fracassantes sur la nature de la conscience et son indépendance à l'égard de la structure physique, ou du moins des processus vitaux de cette structure. Elle enrageait pourtant de n'être pas un homme, car elle croyait qu'un cerveau mâle possédait certains pouvoirs cosmiques, rares et très étendus. Avec un cerveau d'homme, disait-elle, il lui serait possible non seulement d'égaler, mais de surpasser son père dans la maîtrise des forces inconnues. Edward rencontra Asenat à une réunion de l'intelligentsia dans une des chambres d'étudiants, et quand il vint me voir le lendemain, il fut incapable de me parler d'autre chose. Il l'avait trouvé tout occupé des intérêts et du savoir qui la passionnait lui-même et, qui plus est, sa beauté l'avait fasciné. Je n'avais jamais vu la jeune femme et ne me rappelais que vaguement les allusions fortuites à son sujet, mais je savais qui elle était. Il semblait assez regrettable que Derby en fût à ce point bouleversé. Mais je ne fis rien pour le décourager, car une opposition ne peut que nourrir cette sorte d'engouement. Il n'avait pas, dit-il, parlé d'elle à son père. Au cours des semaines suivantes, il ne fut guère question que d'Asenat dans les propos du jeune Derby. D'autres à présent remarquaient les amours automnales d'Edward, tout en convenant qu'il ne paraissait pas son âge et qu'il n'était en aucune façon mal assorti à sa bizarre idole. Malgré son indolence et son égocentrisme complaisant, il n'avait que peu d'embonpoint et son visage était exempt de rides. Asenat, en revanche, portait avant l'âge la patte d'oie qui trahit le constant exercice d'une intense volonté. Vers cette époque, Edward m'amena la jeune fille, et je vis tout de suite que son intérêt pour elle n'était pas sans réciproque. Elle le regardait continuellement, presque comme une proie, et je compris que leur intimité serait indissoluble. J'eus peu après la visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Ayant appris la nouvelle amitié de son fils, il avait arraché au gamin toute la vérité. Edward avait l'intention d'épouser Asenat, et il avait même cherché des maisons en banlieue. Sachant que j'avais toujours sur son fils une grande influence, le père se demandait si je pourrais l'aider à rompre un si fâcheux projet. Mais j'exprimais à contre-cœur mes doutes. Le problème cette fois n'était pas la faiblesse d'Edward, mais la puissante volonté de la femme.
l'éternel enfant avait transféré sa dépendance de l'image parentale à une autre nouvelle et plus forte, et l'on n'y pouvait rien. Le mariage fut célébré un mois après par un juge de paix selon le vœu de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby n'y fit aucune objection et lui, ma femme, mon fils et moi assistâmes à la brève cérémonie, dont les autres invités étaient les jeunes fous du collège. Asenath avait acheté à la campagne, au bout de High Street, la vieille maison Crowninshield, et il se proposait de s'y installer après un court déplacement à Innsmouth, d'où l'on devait ramener 3 domestiques, des livres et du mobilier. Si Asenath s'installait à Arkham au lieu de rentrer définitivement chez elle, c'était moins sans doute pour Edward et son père que par un désir personnel de se rapprocher du collège, de sa bibliothèque et de sa bande de sophistiqués. Quand Edward vint me voir après la lune de miel, je le trouvai quelque peu changé. Asenath l'avait fait renoncer à son embryon de moustache, mais il y avait plus que cela. Il semblait plus grave et plus pensif. Sa moue habituelle d'enfant indocile avait fait place à un air de vague tristesse, ou presque. J'étais perplexe, ne sachant si ce changement me plaisait ou non. Certes, il paraissait maintenant plus normalement adulte qu'auparavant. Peut-être le mariage était-il une bonne chose. Le changement de dépendance ne pouvait-il être un passage de véritable neutralité avant de mener enfin une autonomie responsable? Il vint seul, car Asenath était très occupée. Elle avait rapporté quantité de livres et de matériel d'Innsmouth. Derby frissonna en prononçant ce nom, et achevait la restauration de la maison et du domaine de Crowninshield. La demeure où elle était née, dans cette ville, était plutôt inquiétante. Mais il y avait vu certains objets qui lui avaient appris des choses surprenantes. Depuis qu'Asenath le conseillait, il progressait rapidement dans les sciences ésotériques. Elle proposait parfois des expériences très audacieuses et décisives. Il ne sentait pas le droit de les décrire, mais il avait confiance en ses pouvoirs et ses intentions. Les 3 domestiques étaient très bizarres. Un couple incroyablement âgé qui avait servi le vieil Ephraim et, de temps à autre, parlait à mots couverts de lui et de la défunte mère d'Asenath, plus une jeune servante basanée aux traits manifestement anormaux et qui dégageait une perpétuelle odeur de poisson. C'est tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons la lecture la semaine prochaine. En attendant, passez une très bonne soirée ou une excellente journée. À la semaine prochaine.